19 h. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 27 avril. À la une, tournée sahélienne, la visite du chef de la diplomatie algérienne au Mali s'achève. Ahmed Attaf a eu l'occasion de s'entretenir avec le chef de la transition malienne et d'autres acteurs du Conseil national de transition dans le but de la relance des accords de paix d'Alger. La coopération algéro-syrienne dans le domaine énergétique à l'ordre du jour. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, reçoit son homologue syrien à Alger. Conflit en Ukraine, la Chine joue de plus en plus un rôle de médiateur. Les tractations entre Pékin et Kiev suscitent les interrogations de la scène internationale. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations 2027, l'Algérie officiellement candidate pour accueillir la compétition africaine de football. L'actualité de ce jeudi marquée par la visite de travail du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf au Mali pour une tournée sahélienne. Le ministre a eu l'occasion de rencontrer successivement le président de la transition malienne Assimi Goïta, son premier ministre Choguel Maïga ainsi que plusieurs acteurs du Conseil national malien de transition afin de discuter des relations bilatérales et de la relance de l'accord de paix d'Alger de 2015. Souhila Kilal. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, en visite au Mali, a été porteur de messages du président de la République Abdelmadjid Tebboune à son homologue malien Assimi Goïta, qui l'a assuré de son soutien et de son appui au processus de transition lancé dans son pays. Cette visite a été l'occasion pour les deux pays de revoir leur position concernant les grands dossiers qui secouent la région. Ce fut également pour le chef de la diplomatie algérienne l'occasion de rappeler la position de l'Algérie qui soutient le Mali dans son processus vers la démocratie, sans oublier bien entendu, sur un cadre plus restreint, les relations bilatérales auxquelles le président en personne dit accorder un intérêt particulier et compte les renforcer dans un objectif de rétablir durablement la paix et la stabilité dans ce pays, qu'est le Mali, affirmant que l'Algérie partage tout autant que le Mali les mêmes craintes. Je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région. Ahmed Attaf a pu s'entretenir également avec le Premier ministre malien Choguel Maïga. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'une bonne préparation des prochaines échéances en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de coopération entre les deux pays, notamment la Grande Commission mixte. La visite a été aussi l'opportunité d'aborder les moyens de surmonter les difficultés qui entravent actuellement la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en 2015, et de mettre fin à la prolifération des groupes terroristes dans la région. Nous avons discuté bien sûr de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali et nous avons examiné de manière très précise, de manière très rigoureuse les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive surtout de l'accord d'Alger. Cette visite revêt une importance particulière, d'autant qu'elle intervient dans des circonstances sécuritaires régionales assez délicates et tendues. Celle-ci vient donc renforcer les liens des pays de la région et consacrer la relance des processus de paix comme priorité dans la sous-région. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu ce jeudi le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Firas Hassan Qaddour. Les discussions ont principalement porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique. Les deux parties ont passé en revue les possibilités de coopération et d'investissement entre les entreprises des deux pays dans le secteur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens d'échanger les expériences entre Sonatrach et les compagnies syriennes dans ce secteur. Ils ont également évoqué les opportunités de coopération et d'investissement dans la production, le transport et la distribution d'électricité. من خلال لقاؤنا اليوم
À travers notre rencontre aujourd'hui, nous avons abordé les voies et perspectives de coopération et partenariat entre l'Algérie et la Syrie dans plusieurs segments du secteur des hydrocarbures, de l'énergie et des mines, et ce pour promouvoir le partenariat bilatéral conformément aux relations historiques qui existent entre les deux pays. Ensemble, nous avons mis en place une feuille de route commune dans tous ces domaines. Sur la base des orientations politiques de la Syrie et de l'Algérie en ce qui concerne le renforcement de la coopération, notamment dans le secteur de l'énergie et du pétrole, notre coopération doit être à la hauteur des relations politiques des deux pays et aux aspirations des deux peuples. On ouvre à présent le dossier soudanais où la situation reste très tendue et marquée par de violents combats entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise depuis le 14 avril dernier. Les appels au cessez-le-feu et les tentatives de médiation internationale n'ont toujours pas porté leurs fruits. Le point sur la situation avec Naila Hamouda. Il n'aura tenu que quelques heures le cessez-le-feu négocié entre les chefs militaires rivaux soudanais sous l'égide des États-Unis. Les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FDS ont repris ce jeudi. Les deux parties s'affrontent dans des combats meurtriers malgré la trêve de 72 heures. Des colonnes de fumée noire obscurcissent les alentours du palais présidentiel à Khartoum et la zone de Kafouri dans le centre de Khartoum Nord. Des avions de l'armée ont survolé la région. Une situation qui fait craindre l'embrasement général malgré les appels incessants de la communauté internationale qui invite les deux camps à la table des négociations pour arriver à établir un cessez-le-feu permanent. La capitale soudanaise est en grande partie désertée. Les habitants encore sur place se terrent et profitent des accalmies pour chercher à se procurer les produits les plus essentiels qu'ils peuvent encore trouver. La situation humanitaire se détériore davantage. Le pays sombre dans le chaos. Selon la Croix-Rouge internationale au Soudan, 6 millions de personnes sont dans le besoin. La situation sanitaire est tout aussi grave. 60 hôpitaux sur 86 dans les zones d'affrontement sont désormais hors service. Certains d'entre eux ont même été convertis en bases militaires. Le comité central des médecins soudanais a annoncé que le nombre de morts civiles depuis le début des affrontements est passé à 303. Quant aux estimations des Nations Unies, elles évaluent le nombre de morts à 512 et le nombre de blessés à plus de 4000. Les opérations des rapatriements se poursuivent, alors que certains pays, à l'instar de la Suède, ont fini d'évacuer tous leurs ressortissants. D'autres opérations sont en cours. Plusieurs puissances et organisations internationales tentent bien que mal de maintenir la trêve, à l'image des entretiens entre le secrétaire d'État américain et le président de la Commission de l'Union africaine, afin d'arriver à une cessation durable des hostilités. Anthony Blinken et Moussa Faki Mahamat ont convenu que le leadership de l'UA reste essentiel pour faire pression sur les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide pour qu'elles cessent immédiatement les opérations militaires et permettent un accès humanitaire aux civils. Et justement, l'aspect humanitaire reste un souci majeur dans ce conflit. Plusieurs pays se sont engagés dans une course contre la montre pour rapatrier leurs ressortissants, à l'instar de l'Inde qui a fait évacuer ses citoyens ce jeudi. Avant cette opération, de nombreux États tels que la France ont procédé à des campagnes de rapatriement dès les premiers jours des affrontements. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter le colonel Pierre Gadillère, porte-parole du ministère français de la Défense. L'opération est presque terminée. La partie aérienne et terrestre est terminée depuis lundi soir, en fait, dans la nuit. Nous avons une opération maritime maintenant qui est en cours depuis mardi. Une frégate appelée la Lorraine a accosté en fait à Port-Soudan, où le convoi de l'ONU de plus d'1 millier de civils a en fait été emmené pour un voyage de 3 jours entre Khartoum et Port-Soudan. Et plus encore, plus de 400 d'entre eux sont montés à bord de cette frégate et ils sont en route pour Jeddah. Le risque est non seulement humain,
mais aussi biologique. Après la prise d'un laboratoire soudanaise par l'une des deux parties belligérantes, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et procède à une évaluation des risques sanitaires. Selon les experts, le laboratoire abrite plusieurs échantillons d'agents pathogènes très contagieux, comme la rougeole ou encore le choléra. On écoute les propos du directeur général de l'OMS. L'OMS est également préoccupée par l'occupation du laboratoire central de santé publique par l'une des parties au conflit. Les techniciens n'ont plus accès au laboratoire, ce qui signifie qu'il n'est plus en mesure de remplir sa fonction normale de diagnostic et de référence. Nous craignons également que les personnes qui occupent le laboratoire ne soient accidentellement exposées aux agents pathogènes qui y sont stockés. Les enjeux de ce conflit semblent être un secret de polichinelle, que ce soit sur le plan interne ou international. Si les pires scénarios ne sont pas écartés depuis le début, les jours qui passent ne font que les confirmer. La crise soudanaise risque de devenir un nouvel abcès continental. Khadija Khadaoui. Le conflit armé au Soudan tient en alerte le monde entier et l'escale des violences fait craindre le pire et les prémices d'une crise humanitaire majeure sont déjà visibles. Près de 2 semaines après le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'OMS n'écarte pas les possibilités de la propagation d'épidémies en raison du manque de soins et d'accès à l'eau. Les humanitaires sur place lancent la sonnette d'alarme quant à la menace non seulement d'une crise migratoire, mais aussi d'une famine. D'ailleurs, le travail des ONG est de plus en plus difficile en raison de la fragilité des trêves, si ce n'est leur absence. La situation inquiète la communauté internationale, pour preuve le rapatriement tout azimut des ressortissants étrangers, puis encore les puissances étrangères, à l'instar de la France, des États-Unis d'Amérique ou encore du Canada, ont suspendu ou fermé leurs activités diplomatiques dans le pays. Un fait sans précédent dans les annales de la diplomatie mondiale. Même le conflit en Ukraine n'a pas suscité une telle réaction des chancelleries occidentales qui pourtant appellent de leur vœu les deux parties, à savoir l'armée soudanaise et les FSR à la table des négociations pour un retour au calme. Pour bon nombre d'observateurs, ces fermetures précipitées 10 jours à peine après le début du conflit sont un signe de stratégie d'enlisement programmée par certaines puissances, communément appelée la diplomatie du chaos. Le Soudan est un pays aux multiples frontières importants dont le maintien de stabilité régionale s'est vu à plusieurs reprises menacé et la marche vers son morcellement semble s'accélérer, souffrant d'enjeux géopolitiques internationaux cruciaux dans une Afrique plus que jamais au cœur de l'échiquier mondial. Le dossier de la production des phosphates et son transport au centre d'une réunion du Conseil de sécurité tunisien, présidée par le président Kais Saïed. Plusieurs solutions ont été présentées et examinées pour établir le rythme de la production de phosphates et dépasser les niveaux enregistrés dans le passé. À cet égard, le chef de l'État tunisien a appelé à la nécessité d'adopter une approche globale dans ce secteur dynamique. La médiation chinoise dans le conflit russo-ukrainien est de plus en plus évoquée sur la scène géopolitique. Après le coup de fil entre le président ukrainien et son homologue chinois et la nomination par Kiev d'un ambassadeur en Chine, la question se pose, quelle sera la prochaine étape? Amin Totah. La diplomatie chinoise sur l'axe du conflit russo-ukrainien. Après les récents contacts entre Kiev et Pékin et l'entretien téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. À travers l'échange entre les deux dirigeants, un accord bilatéral a été convenu pour l'ouverture d'une ambassade ukrainienne à Pékin. Avec ce pas envers Kiev et les liens économiques et géostratégiques solides avec Moscou, la Chine pourrait éventuellement prétendre au rôle de médiateur entre les deux belligérants en conflit. Dans ce registre, le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé d'une façon explicite sa volonté d'envoyer un représentant spécial de Pékin en Ukraine et dans la région afin d'aboutir à un cessez-le-feu entre les deux parties et la mise en place d'un projet de paix. La Chine continuera de faciliter les pourparlers de paix et les efforts pour un cessez-le-feu rapide et le rétablissement de la paix.
La Chine enverra le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d'autres pays pour avoir une communication approfondie avec toutes les parties sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Un terrain de médiation propice pour une diplomatie chinoise de plus en plus sollicitée à travers les différentes escales occidentales à Pékin. Ces derniers mois, à l'image de la visite du président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ou dernièrement le déplacement de la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock. À ne pas omettre l'échec du vieux continent et de Washington à trouver une issue sur le front en Ukraine depuis plus d'une année. Dans ce sillage, une initiative chinoise concluante serait un bonus géopolitique de plus pour Pékin, après le récent aboutissement de la médiation chinoise entre Téhéran et Riyad. Connu internationalement et inscrit en 2022 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le raï, ce genre musical qui a accompagné depuis un siècle les mutations sociales du pays, vient officiellement d'être proclamé algérien à 100%, une manière de sceller l'ADN de ce chant populaire. Et comme le dit le refrain, le raï vient bel et bien de Belabbès. Iman Merad. Après que le raï ait été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en décembre 2022, l'Algérie s'est vue décerner ce jeudi le certificat de cette inscription lors d'une cérémonie en présence de Ammar Bellani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, ainsi que Zohir Bellalou, secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer l'entrée du raï algérien au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance est une étape importante pour l'Algérie, son histoire et sa culture, mais aussi une très bonne nouvelle pour la musique en général. Le raï algérien est une véritable expression culturelle, non seulement de l'Algérie, mais également dans toute l'Afrique du Nord et dans le monde entier. Le raï est le nouveau élément algérien entrant dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ceci témoigne de la richesse et de la profondeur de la culture et de l'identité algérienne et surtout son ancrage continental. Je suis extrêmement honoré, disais-je, de recevoir aujourd'hui l'original du certificat d'inscription du raï, chant populaire d'Algérie, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité établie par l'UNESCO, qui renforcera ainsi la liste de l'Algérie par un 10e élément. Le raï acquiert ainsi, à travers cette certification prestigieuse et méritée, ses lettres de noblesse, qui ont permis à cette musique populaire, qui trouve ses origines chez les cheikhs de la chanson bédouine, tels que Cheikh Hamada et Abdelkader Khalidi notamment, de s'imposer comme un élément incontournable de notre patrimoine culturel. Le raï est apparu dans les milieux bédouins ruraux dans l'ouest algérien, notamment à Sidi Bel Abbès. Il s'est fait connaître dans les villes après l'indépendance, notamment à Oran, où il a réussi à émerger en tant qu'art mondial à l'aide d'un parterre de chanteurs. De Cheikh Harimiti à Cheb Mami, en passant par Chebba Fadela ou encore Chebba Zahwania, le raï dépasse les frontières. Le raï a connu une évolution constante au fil des années et a surtout su se moderniser et s'adapter. Cette modernisation a été portée par des grands noms. Les frères Baba Ahmed Rachid Effeti, Ahmed Zergui, Messaoud Bellamou, pour ne citer que. Le festival du raï d'Oran en 1985 a également donné un réel élan à cette musique qui, depuis, a conquis le monde entier. Avec cette certification, l'Algérie démontre et scelle la genèse algérienne de ce chant populaire à tout jamais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur A24 News. Au revoir.